Très bien, donc bienvenue tout le monde à la séance de discussion pour les utilisateurs de R, en espérant que la plupart d'entre vous ont utilisé R d'une manière ou d'une autre dans le passé. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Considérez que ceci est mon discours pour que vous rejoigniez le côté obscur. Je m'appelle Matt Gunther et je suis un analyste principal de données à l'IPUMS PMA. Donc, je suis avec l'IPUMS PMA depuis environ 5 ans, je crois. Et mon rôle est principalement celui de fournir une assistance technique aux chercheurs, aux doctorants et aux étudiants diplômés de notre équipe, du moins en tout cas ceux qui utilisent R. Nous utilisons R assez souvent dans notre équipe en raison de sa capacité d'analyse des données spatiales, en plus de toutes les analyses d'enquête sur lesquelles nous allons nous concentrer dans cette session. Ce que nous allons faire, c'est couvrir quelques-unes des étapes de la manipulation des données qui seront nécessaires pour construire le type de modèle qui, nous espérons, répondra à la question de recherche dont Daven a discuté, c'est-à-dire l'impact du Covid-19 sur les comportements de la planification familiale des femmes dans l'étude du panel PMA. Et donc par extension, ce que nous pourrions apprendre au sujet de la population plus large des femmes en âge de procréer dans les pays que sont le Burkina Faso et le Kenya. Et juste pour rappel, ce sont les deux échantillons représentatifs au niveau national qui sont actuellement disponibles auprès du PMA. Nous avons également des échantillons de la République démocratique du Congo et du Nigeria qui sont également représentatifs au niveau régional, comme Phil l'a mentionné. Ainsi, cette présentation sera disponible sous forme de fichier R Markdown. C'est juste, ça veut dire une présentation de diapositive R Markdown, mais c'est juste du code R. Donc, nous le mettrons à votre disposition pour que, si c'est utile, que vous puissiez utiliser n'importe quel code dans votre propre workflow et en changeant simplement les échantillons et les variables. Et des choses comme ça. Ok, nous commençons. Donc, nous reprenons en quelque sorte là où Daven s'est arrêté. Ce qui, vous savez, nous avons en quelque sorte créé nos données extraites par le site web de l'IPUMS PMA. Et il est très important de se rappeler, si vous êtes un utilisateur de R, de ne pas oublier de sélectionner le format de données fixed width de l'IPUMS. C'est le fichier .dat. Ce que vous recevrez en fait est un fichier de données compressées. C'est un fichier GZ. Vous n'avez pas besoin de le décompresser, vous n'avez pas besoin d'un logiciel supplémentaire pour décompresser le fichier. Nous allons télécharger ça directement dans R. Tout ce que vous devez faire pour suivre ce que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est de mettre les deux fichiers associés dans un sous-dossier de votre répertoire de travail R que je place habituellement dans un dossier appelé Data. Donc, ce sont vos données et ensuite sous le menu Codebook qui est flouté et vous verrez ce lien DDI. Et il s'agit essentiellement des étiquettes, des variables, des étiquettes de valeurs avec lesquelles nous allons travailler dans R. Les fichiers, vous aurez besoin des fichiers, vous allez télécharger ces fichiers et les enregistrer dans votre répertoire de travail. IPUMS publie un paquet R appelé IPUMS R pour permettre de travailler avec toutes ces métadonnées que Daven a en quelque sorte introduit. Donc, vous pouvez télécharger ce paquetage ou ce paquet IPUMS R depuis CRAN, tout comme vous le feriez avec les autres paquets R majeurs, ceux qui installent IPUMS R. Et ensuite, à chaque session, quand vous ouvrez R pour travailler avec un extrait IPUMS, vous devrez juste télécharger cette bibliothèque. Et cette bibliothèque est fournie avec une fonction appelée Read IPUMS Micro pour les microdonnées. Donc, on va spécifier le fichier DDI et le fichier Data.
là, vous aurez un numéro différent. Ici, bien sûr, c'est votre première extraction de données de l'EPUMS. Ce sera le numéro 0001. J'ai déjà 93 fichiers de données en quelque sorte, mais c'est la seule différence majeure que vous devez changer. Donc nous allons également travailler avec 3 autres paquets dans cette session. Le premier est en fait une suite de paquets que la plupart des utilisateurs de R connaissent probablement. Il s'agit du Tidyverse qui comprend un paquet graphique et plusieurs autres petits paquets qui sont extrêmement utiles pour la manipulation des données. En plus de cela, le paquet Labeled pour travailler avec des étiquettes de valeur. Et puis, nous utiliserons une enveloppe Tidyverse autour du paquet Survey développé par un statisticien nommé Thomas Lumley pour travailler avec des pondérations des poids d'enquête et le plan d'échantillonnage en grappes. Donc, donc nous allons vous démontrer comment faire ça. Comment incorporer les pondérations d'enquête dans votre analyse. Donc nous allons commencer en considérant l'échantillon analytique avec lequel nous travaillons. L'outil a mentionné que cette conception de panel ouvert pour que les femmes puissent entrer dans le panel après la phase 1, par exemple si elles prennent de l'âge, si elles atteignent l'âge de 15 ans après que nous ayons déjà commencé. Et elles peuvent aussi être perdues pour le suivi à n'importe quelle phase, si par exemple elles quittent la zone d'études, si elles quittent la zone d'énumération. Donc ce que vous voulez vraiment faire pour commencer, c'est de jeter un coup d'œil à cette variable dont Daven a parlé. Le résultat FQ est ceci, c'est le résultat du questionnaire féminin. Quand on a un extrait de données au format large, comme celui sur lequel on travaille ici, vous verrez 2 versions du résultat FQ, dont l'une aura le suffixe 1 attaché à lui, et c'est le résultat du questionnaire de la phase 1. Et l'autre aura 1, 2, et c'est le résultat de la phase 2. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans l'extrait que nous avons créé, nous avons sélectionné des répondants féminins uniquement pour que toutes les personnes qui sont dans notre extrait de données remplissent, vous savez, l'un des 2 questionnaires féminins. Il y a d'autres membres du ménage sur la liste qui sont retirés du fichier, mais nous avons un tas de NA ici en bas. Maintenant, ce sont des femmes qui sont apparues seulement à la phase 2, donc il n'y a pas d'enregistrement pour elles à la phase 1, mais dans notre format large, nous avons une ligne pour chaque femme. Donc ces individus n'ont juste aucune donnée dans les colonnes de la phase 1. Vous verrez qu'ils ont des données dans la phase 2, ce qui signifie, c'est ce qui explique ces NA. Si on regarde la même variable de la phase 2, vous voyez un nombre différent de valeurs NA. Ce sont des personnes qui sont entrées dans le panel plus tard, à la phase 2. Donc il n'y a pas d'enregistrement de la phase 1 pour eux. Mais ensuite, vous voyez aussi que le Result FQ a un certain nombre d'autres codes qui lui sont associés et qui décrivent pourquoi un questionnaire féminin particulier pourrait ne pas avoir été rempli. Et cela peut inclure des choses comme le simple refus de participer ou n'importe laquelle des raisons que vous voyez ici. Ce que nous voulons faire, c'est d'inclure seulement les femmes qui ont rempli le questionnaire féminin à la fois dans la phase 1 et la phase 2. Donc, je vais utiliser la fonction filter et nous avons vu que le code 1 est égal à entièrement complété. Donc, nous dirons filtrer filter si ces 2 variables sont égales à 1. Et vous pouvez voir ici combien de cas restent. En plus de se concentrer sur les femmes qui ont rempli les 2 questionnaires, nous allons travailler uniquement avec la population de facto des femmes. Ce sont les femmes qui ont dormi dans la maison la nuit précédant l'entretien avec le ménage. Vous trouverez cette information dans la variable résident. Donc, maintenant, ce sont nos tailles d'échantillon finales. 5208 femmes au Burkina Faso et 6935 au Kenya. Nous allons maintenant passer au recodage de certaines des variables indépendantes que vous avez vu Daven vérifier sur le site web.
Je pense que ce qui est important, vraiment important à savoir si vous êtes un utilisateur de R travaillant avec les données de l'IPAMS, c'est que nous avons beaucoup de variables catégorielles provenant en quelque sorte de questions du type sélectionner tout ce qui s'applique. Il y a des versions dichotomisées de ces questions. Si vous avez travaillé avec R depuis un certain temps, vous êtes probablement familier avec ces facteurs pour les données catégorielles, mais l'IPAMS ne publie pas des données catégorielles en tant que facteurs. Nous utilisons des variables numériques étiquetées. La différence ici est que vous verrez un code entier pour chaque réponse et ensuite dans ces crochets, nous avons l'étiquette de valeur pour cette réponse. Nous avons aussi des variables que vous pouvez afficher à tout moment avec la fonction IPAMS-R avec la fonction IPAMS-R. Donc si vous arrivez à R depuis Stata ou SPSS, ceci est probablement plus familier que les facteurs. Nous faisons cela pour un certain nombre de raisons et je serai heureux de répondre à la question de savoir pourquoi nous n'utilisons pas de facteurs, peut-être lors des questions-réponses. Mais nous allons vous montrer comment travailler avec ces sortes de variables catégorielles spéciales, numériquement codées et étiquetées. Donc, comme je l'ai mentionné, nous allons utiliser ce paquet IPAMS-R pour faire un peu de recodage. Devon a souligné le fait que nous avons vu un nombre de cas pas dans l'univers, dans l'une de nos variables, la perte des revenus pendant le Covid et que ceci provenait en fait de femmes qui ont répondu à une question préalable pour savoir si leur ménage a perdu des revenus, pas forcément en rapport avec le Covid. Si elles ont dit qu'elles n'avaient perdu aucun revenu d'aucune sorte, ici la mention aucun. Cette question a été sautée. Ces cas sont marqués pas dans l'univers, mais vous pourriez recodifier cette variable et les inclure comme non, parce que si elles ne connaissent pas de revenus d'aucune sorte, il est logique qu'elles n'aient pas perdu de revenus à cause du Covid non plus. Donc c'est ce que nous voulons faire. Juste un rappel, vous pouvez toujours trouver des informations sur l'univers, sur l'onglet univers que Devon a présenté. Donc c'est là que nous allons recoder ces cas de NIU en 0. Encore une fois, si vous avez travaillé avec R mais pas avec les données de l'IPAMS, vous pouvez juste essayer de recoder ces 99 en 0. Mais si vous faites ça, vous remarquerez que les étiquettes sont rejetées à cause de la coercition automatique. Donc, ce que vous voulez faire, c'est travailler avec une fonction telle que le paquet labeled, étiqueté, qui recode essentiellement cette valeur, mais conserve l'étiquette. Donc, vous pouvez voir ici maintenant que l'étiquette non est toujours attachée à 0. Si je n'avais pas utilisé étiqueté, vous ne verriez plus ces étiquettes, vous verriez juste 0, 1 et 97 et 99. Bon, alors, avec les autres codes qui ne sont pas juste des réponses valables, ces 97 et 99, on voudra les remplacer par des NA. IPAMS-R a une petite fonction LBL-NA-IF qui est très utile pour ce genre de choses. Vous pouvez utiliser ce pronom pour valeur dans une fonction lambda, c'est ce que c'est. Nous disons que si la valeur est supérieure à 90, nous voudrions juste remplacer ces valeurs par NA. Encore une fois, cela vient du paquet IPAMS-R et vous pouvez voir qu'elle est implémentée ici. Vous pouvez également réétiqueter les variables avec le pronom label afin que vous puissiez dire si l'étiquette est aucune réponse ou bien réponse manquante ou NIU, j'aimerais les transformer en NA aussi. Donc, ok, une fois que vous avez fini de travailler avec les étiquettes et négocier tous les cas de NIU, nous vous recommandons alors de transformer la variable avec laquelle vous travaillez sous forme de facteur si elle est catégorielle. Ce que vous voulez être certain de faire est d'utiliser cette version de asFactor. Il y a un tiret bas. Il provient du paquet forcats qui permet de travailler avec des facteurs, qui fait partie de Tidyverse, que nous avons téléchargé quand nous avons lancé Library Tidyverse.
Ce que cela fait, c'est que cela prend la valeur label et l'utilise comme niveau factor. Donc vous pouvez voir ici que nos codes numériques ont disparu et qu'ils ont été remplacés par les caractères non et oui et NA. C'est la raison pour laquelle nous voulons transformer nos variables numériques en facteurs à la fin. C'est parce que si vous faites une sorte de graphique, vous verrez l'étiquette de la valeur plutôt que le code numérique. Vous verrez les codes numériques si vous oubliez de le transformer en un facteur. Il permet également de travailler avec des variables fictives dans l'analyse de régression de manière assez simple. Les questions de type Likert peuvent être traitées comme des facteurs. Voici la variable de préoccupation COVID que Daven a introduit et qui indique le niveau de préoccupation d'une femme d'être infectée par le Covid-19. Et nous sommes à la phase 2, en pleine pandémie. Vous pouvez voir ici que nous avons cette échelle de style Likert allant de pas concerné à très concerné, mais ensuite vous avez ce code 5 actuellement ou précédemment affecté par le Covid-19 et vous avez quelques réponses manquantes. Cette fois, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser le pronom valeur à nouveau pour dire que nous aimerions marquer NA toute valeur où la valeur est supérieure ou égale à 5. Et ensuite, je vais juste accélérer les choses ici et envoyer ça directement à notre fonction asFactor. Donc, on se débarrasse du 5 et du 98 que nous avons vu et ça le transforme en un factor. Donc, un des éléments que nous présentons souvent sur le blog concerne les stratégies pour rendre vos données de nettoyage de données plus efficaces. Et une de mes stratégies préférées est d'utiliser la fonction across de dplyr. Encore une fois, c'est un de ces paquets qui est téléchargé lorsque vous téléchargez Tidyverse. La fonction across vous permet simplement d'exécuter la même fonction de manipulation de données sur plusieurs variables en séquence. Donc ici, je dis OK, avec ces variables, j'aimerais faire essentiellement le flux de travail que nous avons vu dans notre dernière diapositive. Donc voici le pays et urbain, le statut rural, urbain de la zone de dénombrement où la femme réside, ainsi que le tercile de richesse de son ménage et son niveau d'éducation générale. Donc, pour chacun de ces éléments, nous allons nous tourner vers les valeurs supérieures à 90 en NA. Et ensuite, bien sûr, asFactor. Donc, quelque chose que tout le monde fait en commençant à travailler avec des variables catégorielles, c'est qu'ils doivent apprendre, vous savez, comment définir un groupe de référence. Vous pouvez le faire avec une autre fonction de forcats. Il s'agit de FCT Relevel. Donc, ici, je mets en place l'âge en 3 groupes. Donc, une sorte de groupe jeune, un groupe moyen et un groupe plus âgé. Et je fais ça avec case 1 qui crée une chaîne de caractères. Mais je veux m'assurer que j'utilise le groupe le plus jeune comme groupe de référence. FCT Relevel va nous définir des niveaux dans l'ordre que vous spécifiez ici. Cela garantira que le groupe le plus jeune est le groupe de référence. Très bien. Voilà pour nos variables indépendantes. Nous allons maintenant regarder nos variables dépendantes. Donc, comme Daven l'a mentionné, nous sommes intéressés à prédire l'adoption de méthodes de contraception et l'abandon de la méthode contraceptive entre la phase 1 et la phase 2. Nous sommes principalement intéressés par la façon dont ces variables COVID-19 ont un impact sur le fait que les femmes adoptent une méthode ou continuent une méthode. Donc, nous allons utiliser cette variable CP pour créer en gros une variable dépendante avec 4 niveaux. Donc, vous pouvez voir la répartition de chacune des 4 permutations possibles de ces 2 variables. On laisse aussi tomber tous les cas où l'une de ces variables était manquante ou NIU. Je pense que ça fait à peu près 3 cas à travers l'ensemble de la base de données. D'accord. Donc, nous dirons qu'une femme a adopté une méthode si elle n'en utilisait pas à la ligne de base, mais a rapporté qu'elle en utilisait une lorsque nous lui avons reparlé 1 an plus tard.
à la phase 2. Et elle a abandonné si elle utilisait une méthode au départ, mais que lorsque nous lui avons reparlé un an plus tard, elle n'utilisait plus aucune méthode. Donc ici, nous utilisons case when pour identifier ces cas. Et je vais juste mettre ceci comme un factor avec FCT infrac en gros. Donc le groupe qui présente la plus grande fréquence serait notre groupe de référence. Donc la première chose que vous voudriez probablement faire, c'est de rassembler une sorte de tableau de statistiques descriptives pour cette variable. Nous pouvons faire une description non pondérée dans l'échantillon de description avec count, où count vient de dplyr. Encore une fois, un de ces paquets tidyverse. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se dire, ok, je veux que tu prennes mes données et que tu les regroupes par pays et que tu comptes le nombre de réponses à cette variable que nous avons créée, fp status. Et ensuite, nous utilisons prop table habituellement pour créer des proportions pour chaque réponse. Remarquez ici que les proportions sont égales à 1 pour chacun des pays. Maintenant, je ne trouve pas ça particulièrement lisible, donc j'aime toujours faire un graphique en barre quand je le peux. Je vais le faire avec ggplot2, un autre paquet tidyverse. Voici ce à quoi ressemble un graphique à barre, très simple. Nous allons le passer à la fonction ggplot2 où nous lui demandons essentiellement de faire correspondre la proportion sur notre axe des X et les différentes catégories de planification familiale sur l'axe des Y. Phil veut juste lui demander de faire correspondre l'axe des Y à la couleur que l'on remplit. Nous utilisons geom_bar pour dessiner des barres. Et ceci en particulier est très important. Nous utilisons la statistique identity qui indique à ggplot2 de ne pas faire d'autres manipulations statistiques des données que nous lui transmettons. À la place, nous avons déjà créé des comptes et des proportions, donc nous voulons utiliser ce que nous lui donnons directement. Pourquoi y a-t-il 2 barres? Eh bien, cela vient de la facet wrap où nous disons que nous voulons faceter nos données par pays. Le reste n'est que du tralala. Nous aimons utiliser theme minimal pour obtenir un graphique propre et agréable. Je me suis débarrassée du titre de l'axe et de la légende puisqu'ils sont déjà étiquetés. Le dernier point, c'est que vous savez très souvent, vous voudrez prendre ces proportions et les transformer en pourcentage. Il y a un super paquet appelé Scales qui va juste faire ce travail pour vous et appliquer un signe de pourcentage. Très bien, donc il s'agissait des statistiques non pondérées. Mais maintenant, on veut faire peut-être une estimation de ce qui se passe dans la population. Pour cela, nous voulons utiliser nos pondérations d'étiquettes. Plus précisément, nous allons utiliser Panel Weight que Phil a mentionné. Il s'agit d'ajuster pour les pertes de suivi de la phase 2. Encore une fois, si vous êtes un utilisateur de Stata, ce type de flux de travail du paquet SRVYR vous sera probablement très familier. Nous utilisons une fonction appelée AsSurveyDesign pour spécifier les éléments de la conception de l'enquête. Donc, nous avons la pondération ici et ensuite nous avons les identifiants pour chaque grappe d'échantillonnage. Nous utilisons l'identifiant de la zone de dénombrement de la phase 1, mais vous pouvez utiliser l'identifiant de la phase 2 également. Les femmes devraient rester dans la même zone d'étude entre les phases afin d'être incluses dans le panel les 2 fois. Donc cela n'a pas d'importance, vous pouvez en utiliser un ou deux. Strata est généralement constitué de strates urbaines et rurales, donc cela crée des estimations de variance indépendantes pour les femmes échantillonnées dans chaque strate. L'effet sur les erreurs standards est très faible dans ce cas. Nous allons regrouper par pays et par statut de planification familiale et ensuite nous allons utiliser la fonction summarize pour estimer la moyenne de l'enquête. Elle provient également du paquet SRVYR. Ce que nous faisons ici, c'est que nous nous disons alors, nous estimons des proportions
et nous voudrions ajuster nos intervalles de confiance de sorte que vous n'obteniez pas de valeur qui soit inférieure à 0 ou supérieure à 100%. Donc, si vous faites ça, vous obtiendrez un tableau comme celui-ci. Je vais avancer rapidement ici parce que nous avons seulement environ 6 minutes qui nous restent. Alors, vous avez vu que nous avons un coefficient estimé et un intervalle de confiance ici. Je suis juste en train d'utiliser la même fonction que nous avons vue avant, mais avec Geom Error Bar pour insérer ces barres d'erreur indiquant l'intervalle de confiance. Je ne pense pas l'avoir mentionné, mais il s'agit d'un intervalle de confiance de 95% par défaut. Et bien sûr, vous pouvez ajuster si nécessaire. Très bien. Alors finalement, nous allons passer les 5 dernières minutes environ sur notre analyse. Nous allons utiliser exactement la même boîte à outils SRVYR pour modéliser nos variables dépendantes. Cette fonction GLM Survey provient du paquet Survey. Elle est similaire à la fonction GLM que la plupart des utilisateurs de R connaissent probablement, sauf qu'elle est capable de lire les informations de Survey Design et de créer des estimations d'erreurs standards robustes en utilisant les EAID dont nous avons parlé. Alors, une autre chose que j'aime faire sur le blog, c'est d'essayer de ne pas répéter le même code à chaque fois que je veux exécuter un modèle. Dans ce cas, je vais lancer un modèle séparé pour le Burkina Faso et le Kenya, mais je ne veux vraiment le spécifier qu'une fois. Donc, je vais mettre ce code dans une fonction summarize après avoir regroupé les données par pays. Cela nous permet de créer essentiellement un modèle par pays dans un joli petit cadre de données bien ordonné comme celui-ci. Donc, nous allons dire même plan de sondage, et pour le GLM, nous allons travailler avec cette version binaire de notre variable dépendante appelée adopt. Donc, nous avons filtré pour regarder uniquement les femmes qui n'utilisaient pas de méthode à la phase 1. Si l'on crée l'adopt comme indicateur logique pour savoir si son statut est adopté, cela signifie que la valeur dans adopt est vraie si un non-utilisateur a adopté une méthode et qu'elle est fausse dans le cas contraire. D'accord, donc ceci est un modèle logite binaire. Et nous allons spécifier que cette famille est quasi binomiale. Je sais que ça perturbe beaucoup de gens de dire ça et que vous êtes probablement habitués à dire binomial, mais nous utilisons quasi binomial pour essentiellement supprimer les avertissements que R émettrait pour des résultats non entiers. C'est ce qui arrive lorsque vous utilisez des pondérations d'enquête non entières comme celle que nous avons dans Panel Weight, mais sinon c'est le même modèle logique que celui que vous connaissez probablement. Tidy crée essentiellement une sortie standard de données standards. Nous allons exponentialiser nos coefficients de régression et j'utilise aussi GTools pour créer quelques étoiles dans le tableau que vous verrez dans une seconde. Donc vous pouvez prendre ce résumé de sortie et simplement prendre l'un des deux pays et le débarrasser. Ceci est le résultat de la régression que nous avons créée pour l'adoption de la méthode. Ce que vous pouvez voir ici, parce que j'ai ajouté ces étoiles, c'est que nous avons seulement trouvé dans cette analyse que le plus haut niveau de préoccupation concernant la possibilité d'être infecté par le Covid-19 était corrélé avec une probabilité accrue de l'adoption d'une méthode entre les deux phases. Nous avons également une certaine pertinence pour les variables et l'âge. Donc ici, c'est le Burkina Faso. Si nous considérons le Kenya, aucune de ces mesures ne constitue des facteurs prédictifs significatifs de l'adoption pour les non-utilisateurs. L'histoire est un peu différente si nous passons à l'examen de l'abandon. Dans ce cas, nous allons filtrer les femmes qui utilisaient à la phase 1. Nous allons voir si elles ont arrêté ou ont continué à utiliser. Donc encore une fois, nous allons juste utiliser le même code, on le regroupe par pays et ensuite nous allons lancer notre même modèle de spécification dans une fonction de résumé créant un tableau comme celui-ci. Dans ce cas, nous avons constaté qu'aucune des mesures de Covid-19 n'était significativement associée à l'arrêt du traitement pour les femmes qui utilisaient une méthode à la phase 1 au Burkina Faso. Mais au Kenya, nous constatons que généralement tous ces niveaux de préoccupation étaient corrélés avec une probabilité plus élevée de l'interruption du programme entre la phase 1 et la phase 2.
Ok, donc il nous reste environ 1 minute. C'était très rapide et je sais que ça fait probablement beaucoup de fonctions spécifiques à l'EPUMS, mais vous voulez découvrir, ce serait bien de découvrir plus de choses que de ce genre. PMA que Daven a évoqué tout au début. Nous présentons seulement des exemples dans R sur le blog à ce stade-là. Exactement le même flux de travail que vous avez vu dans cette présentation. Le site de documentation EPUMS R est également extrêmement utile pour comprendre quel type de fonctions spécifiques sont disponibles pour travailler avec les données de l'EPUMS. Et il y a également une page de tutoriel de l'EPUMS où vous trouverez toutes sortes de guides dans toutes les langues R et ainsi de suite. R, Stata, SPS et ainsi de suite. Donc voilà, merci beaucoup.